Radio Flamme 90.6 FM. Alors nous on reste dans nos petits problèmes sympas de santé. Alors on rappelle le cadre de Au cœur de soi qui est ta chronique et qui consiste à essayer d'aller mieux dans tous les domaines. Enfin, ce qui concerne le corps mieux, humain. Tout simplement. En général, quand on va mieux, ça va mieux dans tous les domaines. Mais le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien? Non. Alors là on va parler du mental aujourd'hui. Oui, mais avant, je voulais répondre à une question que tu m'avais posée la semaine dernière. Ah oui. Est-ce que le fait de bien manger permet de récupérer ses cheveux quand on est chauve? C'est quelque chose comme ça que tu m'avais demandé. Voilà. Alors je précise que je ne suis pas chauve, mais bon, j'ai des zones qui s'éclaircissent, alors ça m'inquiète. Voilà. Alors j'ai fait ma petite recherche. Et effectivement, quand on mange trop acide, l'acidité au niveau du corps, j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs moyens pour le corps de se protéger de cette acidité. Notamment, c'est de prendre des minéraux au niveau des os, notamment le calcium, et pour neutraliser ces acides. Donc, quand on mange trop acide, on se déminéralise. En fait, il y a une déminéralisation qui se peut mettre en place. Donc acide, ce qui fait que tout ce qui est viande, etc. Oui, tout ce qui est acide, c'est tout ce qui n'est pas fruits et légumes. Ah d'accord. Et oui. Viande rouge, etc. Et oui. Donc on peut manger acide, mais trop acide, non. Donc, alors si on mange pas acide. Donc ce que je voulais dire, c'est que les hommes avaient donc ce problème souvent par rapport aux femmes beaucoup plus flagrant, perdre leurs cheveux. La fameuse alopécie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc parce que ça correspondrait à une déminéralisation au niveau du crâne, on va dire. D'accord. Les femmes, elles sont protégées parce qu'en fait, quand elles ont leurs règles, il y a les toxines qui s'évacuent naturellement par les règles. D'accord. Donc quand elles mangent acide, elles ont la chance finalement d'être indisposées tous les mois. Parce que c'est un moyen de détoxiner finalement. On n'a pas ça, nous. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais à la ménopause, les problèmes commencent. Si elles ne changent pas d'alimentation, si elles mangent toujours trop acide, elles risquent aussi d'avoir des problèmes de cheveux, de perte de cheveux, etc. Et comme en plus la ménopause représente pour beaucoup de femmes une dévalorisation de soi. Donc ça joue aussi. Ça joue aussi, ce qui fait que souvent la femme a des problèmes d'ostéoporose. Parce que tout ce qui touche les os, c'est aussi au niveau des symboliques de la santé, c'est aussi l'estime de soi. Donc non seulement leur corps se racidifie, d'autant plus qu'elles n'ont plus cet échappatoire qui sont les règles, et en plus elles ont cette image de soi qui s'écroule un petit peu par rapport à cette ménopause. Il faut savoir que dans certains pays, ça ne pose aucun problème. C'est bien une histoire culturelle, ça aussi. Oui, tout à fait, oui, parce que... Je le précise parce que, personnellement, moi, de ma ménopause, je l'ai bien vécu. Je me suis jamais sentie aussi bien après. J'ai retrouvé de l'énergie parce qu'il faut savoir aussi que de perdre du sang il y a des femmes qui perdent énormément de sang, aussi qui souffrent beaucoup psychologiquement parce que il y a une baisse énergétique. Oui. Et il y a un corps de souffrance qui revient. Quand je parle de corps de souffrance, c'est Cartolé qui en parle d'ailleurs. C'est tout cet amas de pensées négatives qu'on peut avoir. Et là, on arrive quasiment dans le sujet, bravo. Surtout chez les femmes qui sont, je veux dire aussi dans la souffrance collective d'être femme. Ah oui, tu veux dire... Oui, il y a la souffrance personnelle, mais il y a cette souffrance qu'on porte toutes, dont il faut se libérer d'être une femme. Parce que la femme a été quand même soumise à beaucoup de frustration et de... tu vois tout ce que... les femmes me comprendront quand je dis ça. Là, on est un petit peu dans les archétypes de Jung, là. Non, c'est un petit peu l'inconscient collectif, effectivement, avec qui avance très très lentement. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, en clair, pour vous expliquer, une idée qui est dans l'air, dans l'inconscient collectif, ça met quelquefois des centaines d'années à bouger. Bien sûr. Après, mais bon, une fois qu'on le sait, quand on a déjà la connaissance, on peut prendre du recul par rapport à tout ça. Mais tout à fait. Et puis ça se libère pas mal en ce moment quand même. Donc voilà. Donc on revient toujours au même. Beaucoup de légumes et de fruits. Malheureusement, c'est quelque chose on peut
c'est pas que moi je veux que les gens mangent des fruits et des légumes, c'est que c'était reconnu que c'est quand même une base, la meilleure base pour notre corps, même notre corps émotionnel et notre corps mental, puisque tout est lié. On avait vu dernière fois que. Mais comment je veux dire, donc si on fait ça, légumes, fruits, etc. Donc les cheveux peuvent repousser. Après, je ne garantis pas les résultats, mais en tout cas, c'est vrai que le vieillissement n'est pas le même en fait quand on regarde bien. Les gens qui mangent du McDonald's ou des gens qui mangent des légumes, on voit déjà bien à un certain âge la différence déjà au niveau du corps. Bah tu sais pourquoi c'est une mauvaise blague, mais allez, je vais la sortir quand même. J'en suis pas une près. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes fortes qui se mettent en survêtement. C'est pour courir, mais au McDo. Oui. Alors là, ça va grincer des dents. Ça va grincer. Parce que rien n'est perdu. On peut toujours se reprendre une bonne santé à tout âge. Il suffit de reprendre un mode de vie plus physiologique, on va dire. Mais bon, j'ai toujours dit que chacun son rythme. Aller dans des régimes, c'est très mauvais parce que on lutte encore contre quelque chose, alors que un mode de vie, ça se change sur le temps qu'il faut, même si ça dure quelques années, c'est pas grave. Et quand on fait cette expérience-là, on s'aperçoit qu'on se sent de mieux en mieux. Et puis chacun est unique, donc c'est à chacun de voir pour lui, s'il a envie ou pas aussi. Bah, c'est-à-dire le principe est toujours le même, c'est de s'alléger, quoi, c'est de ne pas s'alourdir. Ça revient toujours pareil, c'est l'énergie. C'est ça, de transformer vos. Einstein a fait une superbe formule là-dessus qui s'appelle E égale MC2. C'est exactement ça. Il s'agit de courir à la vitesse de la lumière pour transformer vos kilos en trop en énergie. Et si nous étions déjà à la lumière. Et en plus, il n'y a même plus besoin de courir après. Mais voilà, si on est déjà des lumières, t'as même pas besoin de courir à la vitesse de la lumière puisque t'es une lumière. Waouh, bravo Anne. Ça, celle-là, elle est bonne. Alors, nous allons revenir aux bases donc de la santé globale holistique. Donc, on a le corps physique, on avait plus ou moins vu, le corps émotionnel et le corps mental. Et ces trois-là doivent être en équilibre pour accéder donc à une joie de vivre, on va dire, et puis une bonne énergie, pour arriver à ce corps énergétique qui nous permet de vibrer, de nous sentir heureux. On est d'accord? Tout à fait. Alors, le corps mental. Alors, qu'est-ce que c'est que le mental? Alors vas-y, dis-nous. C'est toi qui vas me le dire, Lionel. Alors, qu'est-ce que le mental? Bonne question. C'est l'ensemble, on va dire l'ensemble de nos pensées et cogitations, un peu, non? Un peu plus que ça. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? C'est une énergie tourbillonnante. Oui, c'est quelque chose, une pensée, c'est très abstrait finalement. C'est quelque chose qui passe, qui revient, Alors, le mental, on pourrait dire, parce que les définitions, c'est un peu compliqué sur le mental. L'activité du cerveau, quoi. L'activité cervicale du cerveau. Oui, alors moi je vais faire la différence je vais d'abord partir du mental. Le mental, c'est un outil, on est d'accord? C'est un outil. C'est un outil qui nous sert à réfléchir. Tout à fait, à organiser, avec des mots. À se projeter, tout ce qui touche l'apprentissage. Là, tout va bien. C'est un outil fabuleux pour réfléchir, apprendre, organiser, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mental a pris, malheureusement, c'est la folie du monde. Pour moi, le mental n'est plus un outil. Le mental est devenu notre maître. C'est-à-dire, oui, là on peut faire le parallèle avec l'ego. L'ego, alors moi parce que les définitions, j'ai regardé un petit peu pour les définitions, mais tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Donc pour être simple, pour moi le mental c'est l'outil donc très très important pour nous, comme je disais tout à l'heure, pour nous organiser, nous apprendre, enfin c'est un outil à notre service. Complètement. Et l'ego, c'est un mental qui se prend pour ce qu'il n'est pas, quelque part. Et c'est-à-dire, c'est lui qui va devenir maître de notre vie. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs choper la grosse tête, puisque l'ego a tellement gonflé le mental a outrepassé ses limites, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il a tellement pris de place, c'est que tous les humains sont persuadés aujourd'hui que c'est l'ego qui a raison. C'est l'ego qui... Alors l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est un mental qui juge, qui est dans le jugement. Oui. Qui est dans la comparaison. Oui, c'est ça, c'est toute la philosophie. Qui est dans le pouvoir. Et à partir de là, les problèmes commencent. Il a été prouvé que l'être humain est un animal qui n'arrête pas de penser. Oui, on n'arrête pas de faire ça, oui. Et sur ces pensées, 70% des pensées sont négatives.
70% des pensées négatives. Oui. Waouh. Pas étonnant qu'on aille, qu'on ne soit pas si épanoui que ça et dans la joie que ça. Donc le verre est aux 3/4 vide. Et 90% de nos pensées sont inconscientes. Oui, c'est-à-dire c'est du cinéma intérieur, des dialogues. Voilà, c'est-à-dire ne sont pas perçus comme si on avait un mental qui fonctionnait bien, ne sont pas perçus de manière rationnelle, on va dire. C'est les fameuses. Ça nous envoie dans les histoires. C'est ça, les fameuses rêveries, si tu veux, où tu passes. Ah, si, avec ça. Oui, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Il faut que j'explique un petit peu parce que on en a des choses à dire sur le. Ouh là là. À la base, en fait, quand on est le mental va doucement rester un outil pendant un certain temps. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, mais après, l'enfant. Après 3 ans en général, puisque à ce moment-là, c'est là où on estime que c'est plus vraiment un bébé, ça devient un petit garçon, une petite fille. L'enfant va être obligé de se formater aux demandes des parents, et après de l'école, et après de la société. C'est-à-dire, ce que j'explique, qu'est-ce que c'est que se formater? C'est-à-dire que pour ne pas perdre l'amour de ses parents, donc, il va, ne pas pouvoir, vivre pleinement ce qu'il est, on va dire. Hein? Oui, c'est ça, oui. Donc, par exemple, il va aussi, à ce moment-là, avaler des croyances familiales, ou après à l'école, les croyances de la société. Voilà, il y a tout ça. En fait, il est formaté et il accepte de pouvoir intégrer ça, de pouvoir avaler ça, mais il le fait pas exprès. Non. Pour sa sécurité. C'est-à-dire qu'il transforme des suggestions en autosuggestions. C'est-à-dire qu'il il prend pour vrai ce qu'on lui donne. Voilà, c'est ça. Il prend pour vrai ce qu'on lui donne. Et moi, j'avais entendu dire qu'il, à raison de 4-5 répétitions par jour, il suffisait de à peine 10 ans pour faire d'une phrase une vérité. Par exemple, si on dit à un gamin, t'es nul, tu ne feras jamais rien, etc. Il suffit de lui répéter une dizaine de fois dans sa vie pour qu'en moins de 10 ans... Alors, je dis pas que les parents font exprès, parce qu'eux-mêmes sont conditionnés par... etc. Les parents font toujours ce qu'ils peuvent avec leurs enfants. Oui, ils font ce qu'ils peuvent. On veut, tout être humain fait ce qu'il peut au moment. Voilà, donc c'est fait. Avec ses outils du moment. Mais c'est vrai que quand on est enfant, par exemple, on est heureux en général, on est joyeux. Puis si on fait trop de bruit, nos parents vont dire chut. Oui. Donc on va déjà minimiser le truc pour pas. Donc déjà la joie va être peut-être un peu ternie. C'est des exemples que je donne. Ou par exemple quand on est malade, on va nous chouchouter encore plus. Donc on a intérêt à être malade. Enfin, il y a tout ça, toutes sortes de choses qui vont se mettre en place, qui fait que quand on va être adulte, on va continuer à le croire. Oui. Et comme tu dis si bien, ces injonctions, tais-toi, tu fais trop de bruit, sois parfait, toi t'es une nana, tu peux pas réussir comme un homme. Des fois c'est implicite, mais c'est quelquefois. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Et toute la somme de ces injonctions. T'es doué en maths mais pas en français. C'est ça. Alors que pourquoi est-ce qu'on serait doué en maths et pas en français? Alors que en fait on s'est aperçu que c'était vraiment des choses qu'on projetait sur l'autre, mais qui ne correspondaient à rien. Tout ça parce qu'on a une mauvaise note à un moment donné ou sur une année. Enfin, et à l'école c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va nous demander? On va nous demander d'être le meilleur, d'avoir les meilleures notes. Si on n'a pas des bonnes notes, on est nul. Enfin, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, le mental ingurgite tout ça et il en fait un personnage. On a l'impression, donc nous on se remplit tout ça et on devient ce personnage. On devient c'est ce qui s'appelle la fameuse image mentale de nous-mêmes, le personnage comme tu dis. Mais peut y avoir plusieurs personnages dans un personnage global avec plein de petits personnages aussi. Oui, bien sûr. Après, le moi, qu'est-ce que c'est que le moi? On ne sait pas trop, parce que tout change tout le temps. On voit bien que même dans une journée, on peut être différent. Mais l'ego, lui, comme il est très rigide, mais de toute façon, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas doué pour ça, par contre t'es doué pour ça, par contre celui-là, alors le jugement, celui-là il est comme ça, lui comme ça, alors qu'on ne voit qu'une portion de l'autre, et en fait, on s'aperçoit que l'ego, c'est lui qui dirige tout ça. Et petit à petit, c'est lui qui dirige tout ça, et on croit être comme ci, être comme ça, et etc. Et comme c'est très graduel, on s'en rend pas compte. Oui. Et en plus, oui bien sûr, enfin on se rend pas compte puisque c'est par rapport à des transmissions inconscientes plus ou moins. Donc et en plus l'ego nous emmène dans des histoires parce que quand on s'aperçoit comment on fonctionne, on est souvent dans le futur ou dans le passé. Or le passé n'existe plus.
Oui. Et le futur n'existe pas. Alors, les anxieux chroniques, eux, ils vont s'inquiéter beaucoup pour un futur qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais Oui. on n'est jamais dans le présent. Non, on n'est jamais dans le moment présent. Or, c'est la clé, c'est le moment présent. Mais l'ego a horreur du moment présent, parce qu'il s'ennuie. L'ego a toujours besoin de plus. Il a besoin, par exemple, tout simplement une bonne petite glace, là, parce qu'on passe devant chez le pâtissier. Oh, et oui, il va manger sa glace, il va être satisfait. Mais une heure après, ça va être, oh, je vais avoir besoin d'autre chose, etc. C'est pareil, j'ai une voiture, ah, ben pourquoi j'accepterais bien cette voiture-là? C'est ça, il est toujours dans le jamais désir. satisfait, l'ego. Il est toujours dans le désir, c'est ça. Il est jamais satisfait. Il lui faut toujours plus. Et les gens, beaucoup de personnes, cherchent la paix que l'on cherche tous en consommant. Parce que, effectivement, quand ils consomment, ils sont en paix pendant un certain temps. Mais ça recommence. C'est-à-dire qu'on base une paix sur un faux socle, en fait, un mauvais socle. C'est le socle de l'ego. Qui nous l'ego promet la qui paix, veut mais... toujours avoir raison, l'ego qui veut toujours plus, l'ego qui veut être le meilleur, etc. Et qui provoque beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Alors que, comme disait un certain Franck Lobvé que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Il disait qu'en fin de compte, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on défend il n'y a pas de vérité. Tu défends ton beefsteak avec tes arguments, bah t'as raison, et l'autre il a pas tort non plus. Mais nous on se persuade que c'est nous qui avons raison. Oui. Donc, comme l'ego n'est jamais satisfait, il provoque ces pensées négatives. C'est ça. Ah, voilà, l'autre est mieux que moi j'en sais marre, je comprends pas, voilà, pourtant j'ai bossé toute ma vie, j'ai pas les résultats, enfin, on peut inventer tout ce qu'on veut, etc. Donc ça provoque des pensées négatives, et les pensées négatives, malheureusement, ont un effet sur le corps et sur les émotions. Et forcément, ça provoque des émotions aussi désagréables, comme la colère ou la tristesse, ou la dépression même, quand on va plus loin. Et sur le corps, parce qu'en fait, les pensées ont un rôle de chimie dans notre corps. Nos pensées négatives vont augmenter au niveau des hormones du stress. Oui. Donc le stress, c'est pour ça qu'on dit que le stress tue, parce que le stress, quand il est sur longue durée, à cause de ces pensées négatives qui tournent et retournent comme un disque rayé, parce qu'il faut savoir que l'ego n'est pas très créatif, hein, il répète toujours les mêmes choses, hein, et on a l'impression de jamais s'en sortir quand on croit à l'histoire qu'il nous raconte. Donc ça provoque effectivement des déséquilibres émotionnels et corporels. Donc, alors, ce que tu es en train de nous dire entre les lignes, c'est que on peut alors bosser sur le physique avec l'alimentation. Oui, puisqu'on s'est aperçu que le système hormonal marchait mieux quand on a les intestins qui marchaient bien. J'avais expliqué. Alors, on peut bosser également sur l'émotionnel, mais également donc sur le mental. A un rôle primordial, parce qu'on prend trop au sérieux le mental. L'ego, en fait, je fais la différence, parce que le mental, en tant qu'outil, c'est... Non, il faut pas le supprimer. Mais c'est quand il croit que c'est lui qui a raison. Est-ce qu'il a raison quand il pense que je suis nul? Est-ce qu'il a raison quand il pense que je suis une moche, que personne ne peut m'aimer? Hein? C'est ça. Et on y croit à cette histoire-là. Et de là, on se rend bien compte qu'on a des vies plus ou moins difficiles. Et c'est là que y a un très très bon bouquin, mais je sais que tu feras un petit rappel de toutes tes sources en fin d'émission. Mais je sais pas si tu connais ce bouquin moi j'étais tombé dessus en 1987 très précisément. C'était Psychocybernétique de Maxwell Maltz dans les années 60. Et ce bouquin est révolutionnaire parce que il parle de tout ça avec la cybernétique adaptée si tu veux au cerveau humain. Et en fin de compte, bien avant l'heure, si tu veux, il reprend toutes les thèses PNL mais 10 ans avant. Et il est fabuleux ce livre. Justement, c'est ce livre qui explique la thèse de l'image mentale globale de soi, donc qui après ont ensuite été repris par les gourous modernes avec les petits personnages, etc. Mais psychocybernétique, bien avant, met en lumière ça, l'image mentale de soi, et on peut travailler sur nos croyances en changeant des trucs. Oui. C'est ce que en fait, notre santé reflète notre vision du monde. Si on a une mauvaise vision du monde, on a une mauvaise santé. Si on a une bonne vision du monde, on a une bonne santé. Or, la vision du monde est liée à nos croyances. Donc, le travail sur les croyances peut être important, ou en tout cas se rendre compte qu'elles ne sont pas forcément vraies. Mais c'est quelque chose de très difficile, parce que les croyances, on a l'impression que c'est notre fondement. Elles se défendent d'elles-mêmes, en fait.
C'est un fondement très très fort. Il y a les croyances familiales, les croyances de notre culture, les croyances et tout ça. On croit qu'on est construit à travers ces croyances. On y croit. On y croit dur comme fer. Donc c'est vrai que c'est un travail un petit peu difficile. Je suppose que tu vas nous parler d'hypnose, non Oui, après oui, on va voir tout ça, mais chaque chose en son temps. Et c'est vrai que la dépression, par exemple, c'est beaucoup d'idées négatives, effectivement, et d'émotions négatives. Et on y croit, quoi. À un moment donné, on ne sait même plus qu'on peut faire autrement. Bon, c'est un écroulement un petit peu en même temps ça peut être bénéfique une dépression, parce qu'en même temps on est obligé, c'est tellement douloureux qu'on est obligé de laisser s'écrouler certaines croyances et certaines valeurs qu'on a mis en place pour en acquérir d'autres quand tout se passe bien. Mais ce qui est très difficile dans les cas de dépression, par exemple, je pense, c'est de saisir, parce qu'elles sont insaisissables ces pensées négatives quelque part. Tu te rends même pas compte on se rend pas compte qu'on les pense. Non, c'est très rapide une pensée. C'est beaucoup plus rapide qu'une émotion. Des fois, on a l'émotion quelques temps après la pensée. C'est pour ça que je parlais de 90% de nos pensées sont inconscientes, parce qu'on se rend pas compte qu'il y en y a pensé. Mais est-ce qu'elle est nécessairement formulée en mots ? C'est la petite voix qu'on a dans la tête, ou c'est. Oui, mais je veux dire, est-ce que ça peut non, ça serait pas une pensée. On pense tout le temps. On pense tout le temps. Et on a des espaces où on pense pas, mais l'ego l'oublie. C'est pour ça qu'il faut revenir à des techniques pour se rendre compte qu'on peut exister sans penser. Mais ce que je veux dire, par exemple, en apprenant certaines techniques, c'est-à-dire que tu peux entendre la pensée que tu es en train de penser. C'est-à-dire que bien sûr, des fois, quand on réfléchit, par exemple, on peut l'entendre. Quand on juge quelqu'un, oui, mais on l'entend. Non, parce que oui, quand on se juge soi-même, là, on l'entend moins parce que c'est sur nous-mêmes, mais on peut l'entendre. Mais c'est bien une voix intérieure, parce que des fois, on n'en est pas conscient. Oui, c'est une voix, une petite voix intérieure. Enfin, une voix. Oui, en fait, la pensée c'est tellement abstrait que c'est très compliqué. Mais c'est vrai, effectivement, ça se traduit souvent par une voix intérieure. Enfin, une voix. C'est nous-mêmes notre voix, mais intérieure. Hein. C'est pas une voix qui vient de l'extérieur, c'est notre voix intérieure. Mais je pense qu'il y a plusieurs catégories de voix intérieures comme ça, non ? Par exemple, il y en a une, par exemple, tu peux avoir, par exemple, la voix de ta mère ou la voix de ton père, etc. Oui, ça peut arriver aussi, effectivement. Après, qui sont chacune dans leur registre. Là, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu recevoir de nos parents. Mais ça, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte que quand on fait travail sur nous. C'est ça. Moi, je parle là en niveau général. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous des pensées dans la tête. Et des fois c'est très désagréable parce que des fois ça nous emmène dans des émotions et ça va jusqu'à la panique par moment même, et c'est des pensées souvent qui sont pas rationnelles, qui sont liées à une illusion de croire qu'on est ce personnage qu'on s'est construit depuis l'enfance et là un bon exercice pour revenir sur l'émission de la semaine dernière, justement, c'est de pousser cette pensée qui crée une émotion de malaise, c'est de la pousser jusqu'au bout avec la méthode de Tipi. Non, on n'est pas dans la pensée avec la méthode Tipi ou Nerti. Justement, il ne faut pas être dans la pensée, il faut être dans les sensations du corps pour justement décrocher la pensée. Oui, mais tu te sers quand même de la pensée pour amener l'état négatif. C'est-à-dire que si tu te mets à penser à un truc qui te crée des problèmes, tu penses avec des situations et des mots. Non, mais c'est quand l'émotion est là qu'on travaille. La pensée, elle est au-delà de... Oui, mais elle fait venir l'émotion. Parce que des fois, tu te rends même pas compte, ça vient d'une pensée, ton émotion. Oui, d'accord, mais est-ce que la pensée précède l'émotion ? La pensée, toujours avant l'émotion, elle est plus rapide. Donc l'émotion vient après. Elle vient après. Donc c'est toujours lié à une pensée, l'émotion. On peut faire venir l'émotion négative en y pensant. Bah oui, c'est ça. Ça s'appelle aussi du nerti plus tard. Différer, parce qu'on peut travailler sur l'émotion sur le moment, mais on peut aussi différer en se remettant effectivement à travers les pensées dans le même état émotionnel et le travailler à ce moment-là. On est de retour pour parler au cœur de soi. Aujourd'hui, le thème, c'est le fameux mental. Le mental qui est transformé en ego la plupart du temps, malheureusement, et qui provoque beaucoup de désagréments. Toutes ces prises de pouvoir, séparation, les religions séparées, la politique séparée, on divise. Les comparaisons, il y a des gens mieux que d'autres. Il y a des gens, on n'en finit plus. C'est le début de la souffrance, de la violence, prise de pouvoir, etc. Donc, et aujourd'hui, je trouve que l'ego a pris des proportions très importantes, puisqu'il y a des moyens encore plus d'être efficace. En fait, si tu veux, quand tu te compares aux autres, c'est-à-dire que tu te définis par rapport à tes comparaisons. Tu dis, voilà, par exemple, tu es dans une situation où ça va pas fort, mais tu trouves toujours quelqu'un de pire que toi pour te dire, finalement, je suis mieux que lui. Donc, tu te définis par rapport
avec plein de gens comme ça, et comme ça te crée une image de toi. C'est même pas ça, comme ça peut être ça, mais c'est qu'une petite partie. C'est qu'une petite C'est partie. comme par exemple, on va voir quelqu'un tout de suite. Qu'est-ce qui parle mal celui-là ou voilà, oui. ah bah là, il a pas une belle allure. Bon, il pourrait être pas mal, mais enfin, oh la nana, c'est une fausse blonde. Donc ça se définit. Ça n'en finit pas. Ça te définit toi. Oui. Parce que nous on se dit moi je suis pas comme ça. Ben, en même temps, oui, je veux dire, puisque l'autre nous renvoie effectivement ce qui nous appartient. Et puis aussi, quand l'ego, ça nous fait persuader que, oui, voilà, qu'on est fainéant, qu'on pourrait faire mieux, qu'il faut être meilleur, nanani. Enfin, on n'en finit plus. Donc, on se met des pressions épouvantables. Alors, quand nos croyances sont positives, ça va, hein. Mais on a vu tout à l'heure que ça représentait pas un pourcentage énorme. Parce que là, il peut y avoir un personnage, mais s'il est positif, on ne s'en débarrasse pas. On est bien d'accord. Ben non, si c'est au contraire, ça nous fait rendre heureux. Parce que moi, je pense que le seul repère qu'on peut avoir, c'est si est-ce qu'on se sent heureux. Quel repère on peut avoir d'autre? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont tout pour eux, on va le dire, la santé, de l'argent, d'ailleurs que beaucoup de gens ont envie, mais est-ce qu'ils sont heureux? Apparemment non, puisqu'ils ont des problèmes aussi. Donc le bonheur n'a rien à voir avec ce qu'on possède, n'a rien à voir avec ce que nous propose l'ego en général. Oui. Il faut pas écouter l'ego. Eh oui, parce qu'on peut être moche, on peut être pas très intelligent et être heureux. Mais tout à fait. Et on peut être très jolie, très intelligente et être malheureuse. Donc ça n'a rien à voir. Bon, après, je prends des exemples vraiment très... les deux opposés, mais bon, après, c'est souvent plus nuancé que ça, mais... et si t'es beau et heureux, alors là, c'est le top. En plus, des fois, l'ego peut faire vraiment prendre une paire de jumelles pour aller vraiment voir le bouton qu'il y a sur la joue à gauche, et on va plus sortir dans la rue parce qu'il y a ce bouton qui va... Bon, j'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. On n'est jamais en paix avec l'ego. Alors, quand on se lève le matin, oui. Il y a quelques secondes, et ça j'inciterai les auditeurs à l'expérimenter, où on n'a pas le mental en nous. On se réveille, c'est comme si on se réincarnait tous les matins. Si on est attentif à ça, on peut prolonger cet état de non mental, ou non égo. On peut prolonger et on s'aperçoit que pas de problème, tout va bien. Quand le mental commence à se mettre en place, et sous forme d'ego, donc avec l'histoire qu'on remet dans notre tête, ça y est, la souffrance commence. Ah, c'est vrai. Hier, il s'est arrivé telle chose. Oh là là, mon Dieu, et tatati. Et on va donc retourner dans un scénario qui n'a pas lieu d'être, normalement, puisqu'il est passé. Ou alors, mon Dieu, il pleut, donc avec ma voiture, je vais déraper, ça se trouve, je vais me retrouver dans un ravage, je vais être en retard à mon travail. Donc, on est dans un futur qui n'existe pas. Donc, sur mon planning, je mets aquaplanning. Voilà. Donc, ça prouve bien que si on fait pas gaffe, on est pris dans ces pensées qui tourbillonnent et qui nous fait croire des choses qui sont pas forcément réelles, puisque souvent les anxieux chroniques, effectivement, l'ego fait ça pour protéger. En disant oui, tu vois, il vient de t'arriver ça et ça et ça, mais bon, mais en fait, ça prend des proportions trop énormes. Et quand on croit au truc, on s'aperçoit bien que quand on est plus quand on a passé ce cap d'avoir passé ce moment du futur qui est devenu du passé, tout s'est bien passé en général. Le pire n'est jamais sûr. On s'est inquiété pour rien. Le pire n'est jamais sûr. Ça, les auditeurs, je vous invite à méditer sur cette saillie qui n'est pas de moi. J'ai plus qui c'est qui avait dit ça. Le pire n'est jamais sûr. Mais nous, on est sûr qu'on va avoir le pire. L'anxieux a tendance, oui, l'angoissé à imaginer le pire, mais c'est une manière, c'est pas négatif, enfin c'est pas une critique ce que je fais là, c'est juste un constat. Il fait ça aussi parce que c'est quelqu'un qui est pas rassuré, donc il a l'impression de se rassurer. Là où ça devient plus embêtant, c'est quand on y croit vraiment, quoi, que ça devient tous les jours la même chose, que ça devient répétitif, comme dans un disque rayé. Et on finit par croire qu'on est vraiment peureux et qu'il va toujours nous arriver des malheurs et que c'est normal qu'il nous arrive des malheurs, puisque c'est un cercle vicieux qui nous rend malheureux, donc ça sert à rien. J'ai quelques amis comme ça où t'essaies de leur remonter le moral, tu leur démontes leur truc point par point pendant 2 heures et hop, comme un tel écran, ils secouent le machin et ils reprennent leurs angoisses du début. Donc t'as parlé 2 heures pour rien avec eux. Oui, tout à fait, parce que il faut savoir aussi que l'ego veut toujours avoir raison. Donc il va toujours s'arranger pour récupérer, pour avoir raison. Donc vulgairement, maintenant ces gens-là, je leur dis tu restes dans ta merde et puis voilà, c'est tout. Voilà. De toute façon, on peut pas aider à changer les autres. On peut pas changer les autres.
Par contre, s'il y a une demande d'aide, on peut aider, par contre, oui. Mais on ne peut pas changer les autres. Si l'autre veut pas changer, voilà. Ben non, de toute façon, pourquoi on ferait ça? C'est aussi leur droit de ne pas avoir envie de changer. Oui, mais ils ont pas le droit de te faire perdre 2 heures, alors remonter le moral. Mais toi, t'es pas obligé de les écouter. Je suis pas obligé de les écouter. Avec non plus. respect. Hein, on n'est pas obligé de subir ce que nous font des fois subir certaines personnes parce qu'ils ont besoin de reconnaissance ou besoin d'amour, mais ils s'y prennent mal. Bon, mais c'est parce que même on est problématique. Mais nous, on a aussi le choix de pas entrer dans ce jeu. Et d'essayer de prévenir la personne. Voilà. Et c'est comme cette histoire avec le passé. La culpabilisation, c'est bien lié à du passé. Oh, j'aurais dû faire ça, mais c'est du passé, c'est fini. Ne pas C'est terminé. dessus. Alors c'est un peu narcissique, je trouve, cette culpabilité, mon Dieu, etc. Mais on a fait ce qu'on a pu sur le moment, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est le moment présent. L'ego nous fait croire qu'il y a du temps qui existe à gauche, à droite, passé, futur. Mais en fait, la seule chose dont on peut être vraiment sûr, c'est qu'on est là maintenant. Et ce qu'on fait maintenant, on fait au mieux que l'on peut. Sinon, je pense bien qu'on ferait autrement. C'est là, quelque part, je vais prendre un exemple qui n'en est pas un, mais quand même, c'est un peu l'exemple de ces logiciels d'échecs très très puissants qui arrivent maintenant à battre les humains. Et eux, ils appliquent ça. Ils font à l'instant, ils jouent le meilleur coup possible à l'instant où ils jouent. Mais sans stratégie vraiment, et ils gagnent. Il n'y a pas de stratégie du futur, tu veux dire? Il n'y a pas de stratégie du futur. Par exemple, je prends un logiciel d'échecs. Tu sais que maintenant, les jeux d'échecs, on a dépassé, entre guillemets, le mur du con, puisque c'est pas le mur du son, c'est le mur du con, puisque la machine est plus intelligente que nous. Bon, si on parle d'intelligence, parce qu'il y a tellement de formes d'intelligence. Enfin, là c'est de l'intelligence de calcul. Donc là, c'est par rapport on est dans le mental, quelque à la part. performance. À la performance. Donc, ça correspond bien à l'ego. Et donc, ces logiciels, ils appliquent, sans le savoir, puisqu'ils n'ont pas de conscience, mais ils appliquent cette règle du meilleur coup possible à au moment présent. Au moment présent. Ce qu'on devrait faire, nous. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je l'ai expérimenté, c'est pas facile, parce que d'abord, je vous donnerai des petits outils après, il faut se rendre compte qu'on est dans une histoire, qu'il n'y a pas de raison qu'on soit pas heureux maintenant, même si on a des soucis, hein. Moi, je suis là en train de vous parler, hein, même si j'ai des soucis dans ma vie personnelle, comme pourquoi pas, hein. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je ne puisse pas vous parler dans le micro de manière joyeuse, hein? Maintenant, je n'ai pas de problème, maintenant. Et le moment présent, en fait, quand on est vraiment dans ce moment présent, les choses se font toutes seules. Il y a une sorte de magie de la vie, quoi. Il y a une histoire, oui, c'est comme si c'était la vie qui nous emmenait vers ce qu'on doit faire, en fait, ce qu'on doit découvrir. Et c'est vrai que l'ego n'aime pas beaucoup ça. Au départ, ça fait peur parce que on a l'impression que si cet ego se met à sa place, on est sans filet. Il y a une notion de vide qui peut faire très très peur. Mais quand on accepte de sauter sans parachute, on va dire, on s'aperçoit qu'il n'arrive rien de grave. Moi, j'ai presque pas préparé mon intervention. Je me dis, je vais parler avec mon cœur. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais tant pis. Moi, je me fais plaisir, je suis joyeuse, je le fais. Et ça me permet peut-être d'être plus vrai que d'être trop dans quelque chose de préparé. Bien sûr, il y a une préparation, mais c'est pas une préparation pour débiter culturellement ce que j'ai appris, hein. C'est aussi pour transmettre avec mon cœur. Mais encore une fois, dans les histoires de préparation, c'est encore une fois, on veut donner une image de nous, c'est-à-dire qu'on veut pas choquer les gens, c'est-à-dire qu'on agit en fonction du regard de l'autre. Le regard de l'autre. Mais ça, c'est les conditionnements qu'on a reçus par rapport à notre enfance. Et ça nous fait beaucoup de mal, ça, le regard de l'autre. Ça fait beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut essayer d'être plus authentique avec soi-même. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'on n'est même pas rejeté par les autres, hein, en plus. Parce que c'est ça qui nous fait peur, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est tout ça. Mais je remarquais que plus on était naturel, finalement, plus les gens nous apprécient avec nos défauts et nos qualités. Parce qu'en fait, la peur sous-jacente, c'est ça. Si je suis pas parfait, si je suis pas intéressant dans ma conversation, admettons, les gens vont pas m'aimer. Voilà. Et voilà, on en revient toujours au même. C'est cette peur de perdre l'amour de l'autre. Et pour ça que je reviens au moment présent, parce que vivre aussi le moment présent, c'est aussi de se donner beaucoup d'amour à soi-même.
Voilà, commencez par se donner de la reconnaissance à soi-même, se redonner de la sécurité à soi-même. Tout ce qu'on cherche à l'extérieur, sécurité, reconnaissance, estime, amour, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est pas la peine de le chercher à l'extérieur. Après, c'est toute une compréhension et des expériences à faire par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on a suffisamment d'amour pour nous, on n'a plus besoin de cette reconnaissance à l'extérieur, on se la donne soi-même. On n'a plus cette peur de la sécurité, on se la donne, elle est à l'intérieur, donc quoi qu'il arrive, on sait qu'on va pouvoir toujours s'en sortir. Et effectivement, en général, on s'en sort toujours. Donc, c'est vraiment important de se recentrer sur soi. Et le moment présent est un excellent moyen, peut-être parce que le moment présent, on est vraiment dans ce qui est maintenant, quoi, ce qui est. Tout à fait, oui. Hein, et voilà, tu vois, là je te regarde, c'est ainsi, maintenant, c'est comme ça, et je peux rien changer, je ne peux que suivre le flux que la vie me donne, là. Mais c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est dur à concevoir, hein. Même moi, je le conçois et je le conçois pas, parce que c'est dur à concevoir parce que parce qu'on est habitué à marcher toujours avec notre mental, mais on peut exister sans mental. Oui, c'est ça. Ben moi, je m'efforce de faire ça. Et d'ailleurs, j'y arrive partiellement. D'ailleurs, tu vas nous dîner. Je suppose que la troisième partie va être consacrée aux techniques pour arriver à ça. Le mental, c'est comme un outil qu'on va sortir quand on en a besoin. Moi, je veux écrire, je veux me faire un schéma, je vais avoir besoin de mon mental. Oui, c'est une calculatrice. Mais quand j'ai ma petite voix qui arrive pour me dire, il est possible qu'après l'émission, je me dise, oh là, j'ai peut-être été un peu fort, etc. Mais tout de suite, parce que l'ego, il ne veut surtout pas mourir, il veut surtout être là, montrer qu'il est puissant et que c'est lui qui est le maître. Je vais certainement avoir des pensées comme ça, mais c'est pas, je vais dire, ok, j'ai ces pensées-là, mais je vais les laisser passer. Je ne vais pas accrocher dessus, parce que si je m'accroche dessus, je commence à souffrir. Et à me dire, évidemment, il y a des gens qui vont me trouver complètement idiote, ou alors, j'ai certainement mangé des mots, j'ai pas utilisé les bonnes expressions, enfin, on n'en finit plus. Pour se martyriser, on est très fort. Mais quand on a compris ça, on vit beaucoup mieux, on s'allège. La première chose à faire, c'est l'observation de soi. C'est ça la première chose à faire. Qui est l'observateur, d'ailleurs? Eh oui. Est-ce que c'est le mental? C'est pas possible, le mental peut pas s'observer lui-même. Non, il peut pas s'observer lui-même, non. On a une partie de nous qui peut observer les pensées. Et ça, c'est très important de le mesurer. Il est en dehors du mental. Il est en dehors de l'émotionnel, il est en dehors du corporel. C'est le témoin, celui qui est toujours là et qui ne bouge jamais. Mais c'est impressionnant. Et quand on commence à se rendre compte qu'il y a cet observateur, on s'aperçoit que toute cette farce que peut être ces comédies égotiques et tout ce qu'on peut faire, mettre des mots ou des souffrances sur les émotions, enfin, etc. On s'aperçoit qu'en fait, quand on observe, que c'est nous qui sommes acteurs de tout ça, qui sommes responsables de tout ça, et on peut très bien ne pas entrer dedans. Ou alors faire des pièces de théâtre, mais se faire payer pour le faire. Ou alors après, si on entre dedans, on est conscient. Hein, t'es conscient de jouer dans la pièce. Mais on n'est pas obligé d'entrer dans cette danse qui est un peu macabre des fois, de toutes ces croyances, de toutes ces pensées qui nous disent des choses. Se mettre en tant qu'observateur. Mais c'est pas toujours ça. Alors avant que tu nous donnes toute ta pléiade d'exercices, moi j'avais un exercice qui était assez sympa, et je le fais de temps en temps. C'est-à-dire que on est donc cet observateur dont tu parlais. Et le fait, mais alors ce n'est pas facile à faire, écoutez bien, il faut simplement être l'observateur d'une part et répéter tout ce que le mental dit, mais à haute voix. Mais tout, sans déformer, hein. Quelle que soit la phrase qu'on entend, on répète à haute voix. Et là, on se rend vraiment compte de l'absurdité oui, bien sûr. de l'Ichouin, quoi. Oui, on va je dire. comprends, parce que j'avais moi fait à un moment donné, quand j'étais très mal, il y a un certain temps maintenant quand même, c'était tellement insupportable que j'ai pris un magnétophone, et dès que j'avais des crises de panique, d'angoisse ou de la colère, je sortais tous dans mon magnétophone et je réécoutais ça le lendemain ou le surlendemain. Tu faisais ça. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit mais à quel point je me martyrisais, quoi. Mais je me suis dit, Anne, j'avais ce côté maso
hein, etc. Et ça a permis d'avoir du recul, beaucoup de recul. Comme les chrétiens avec le fouet, là, on se met des coups de fouet dans le dos, là. Oui, c'est ça. On Mais on se s'en rend pas flagelle. compte, on se fait du mal. Et le problème, c'est que quand on est dans ces pensées-là, on change la chimie de notre corps et on se rend malade. Une question. On acidifie, c'est ça le stress. C'est le stress dont on parle toujours qui acidifie tout le corps et qui donc touche à notre santé corporelle, émotionnelle et mentale. Parce qu'on peut des fois basculer dans la folie. Ce qu'on appelle folie, c'est qu'on n'arrive même plus d'ailleurs à faire la différence entre l'histoire qu'on se raconte et la réalité. Hein. Une question, je pense que les auditeurs auraient pu poser. Est-ce que, par exemple, comme tu dis, ça agit sur l'hippocampe, etc., des choses comme ça, hein. Enfin, sur la structure, la chimie du cerveau. Est-ce que... Pas que le cerveau, la chimie du corps. Du corps en général, puisque les hormones sont produites dans les intestins et c'est les hormones qui décident de nos humeurs, ou etc. Est-ce qu'il y a un point d'irréversibilité où tu peux pas revenir en arrière, au niveau physique ? Par exemple, quand tu te sens que tu t'infliges. Il y a des gens qui meurent quand même. Oui. Alors ça, oui. Donc là, c'est autre chose. Quand on meurt, c'est le moment de mourir. Après, c'est quelque chose. C'est irréversible. On est tous d'ailleurs destinés à mourir. Mais ce que je veux dire, quand on a vraiment des pensées très négatives, oui, et que tu changes vraiment la chimie de ton corps en mais il y a des guérisons spontanées, des guérisons. C'est qu'il y a eu un changement chimique. Oui, mais est-ce que tu peux revenir en arrière toujours, quoi ? Si tu changes ta façon de penser. Si c'est pas ton heure de partir, oui, bien sûr, je pense qu'on peut toujours améliorer. On peut améliorer toutes les maladies si on a des pensées. Si on sort un petit peu de ces histoires de pensées négatives et de croyances négatives. Moi, j'avais lu qu'une grande tristesse, si tu veux, j'avais lu ça m'avait impressionné. Une grande tristesse pouvait affecter ton hippocampe, c'est-à-dire cette petite glande du cerveau pouvait te la faire rétrécir de manière considérable. Et après, fut une époque de ma vie où j'ai été vraiment très triste et j'avais peur justement que ça soit irréversible. Non, mais alors ça, c'est le mental qui se pose des questions. Encore une fois. Hein, excuse-moi, mais non. On passe tous par des moments de tristesse ou de colère. Et je t'expliquais la dernière fois qu'il faut les vivre. Il faut pas justement les garder, en faire une histoire parce que le mental entretient aussi ça. Parce qu'en fin de compte, un épisode de tristesse ou de colère, ça ne dure pas. Ça dure pas normalement. Si on le laisse passer. Si on laisse passer et si on fait pas une histoire, on met pas une histoire dessus. C'est pour ça que c'est lié au mental aussi, l'émotionnel. Ah oui. Tu vois, je comprends mieux. En fait, l'histoire fait durer le truc. Bien sûr, on a une émotion, le mental va le récupérer et hop, et on retourne dans un truc. Et l'émotion est emprisonnée dans le cercle d'histoire. Voilà. C'est pour ça que il est très important d'être dans cet équilibre. Mais ça va pas enlever nos émotions, mais nos émotions vont passer et puis voilà, on va pas si on ne cristallise pas dans une histoire, ça passe une émotion, c'est comme une énergie puis ça peut être même vécu de manière pas forcément dramatique. La tristesse, ça peut faire écrire des poèmes magnifiques ou chanter des chansons, enfin ça peut je trouve que la tristesse, ça peut ouvrir une beauté. Hein, et la colère, ça peut nous donner de la pêche pour justement se bousculer, pour pas sombrer dans autre chose. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément. On dit négatif, positif pour les émotions, mais il n'y a pas de négatif ou positif. Bon, en sachant que notre vrai état d'être, c'est la joie. C'est ce que tu disais la semaine dernière. Mais la joie, elle est cachée par justement ce mental. Enfin, ego, ce qui va nous faire croire des choses, qui va nous ternir tout, nos croyances, etc. C'est pour ça que 70% des pensées sont négatives. Donc ça vaut le coup quand même déjà d'en avoir la connaissance et de prendre du recul, d'observer ce qui se passe déjà chez nous. C'est la première chose à faire. Bon, tout d'un coup, on se rend pas compte au départ. Avant, dès qu'on est pris dans l'ego, c'est très compliqué parce que on y croit. Mais quand on revient de cette inconscience, de cette réalité des choses, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Au bout de, vous rester 2-3 jours dans mes histoires, et quand je revenais, je me dis, oh, mais je suis bien aujourd'hui, mais pendant 3 jours, j'étais dans des histoires que je croyais fermement, tu vois. Et petit à petit, à force qu'on observe, ça réduit les moments où on est dans des histoires. Donc en résumé, quand t'as la tête dans le guidon, tu t'en rends pas compte. En fait, il faut se regarder pédaler, en fait. Comme ça, c'est le pédaleur qui aura la tête dans le guidon et pas toi. En tout cas, tu peux en rire, mais c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est déjà avoir envie de le faire. Hein ?
Parce qu'on peut se complaire aussi dans la souffrance, hein, parce qu'il y a des bénéfices secondaires aussi. C'est ça, oui, on n'a pas parlé des bénéfices secondaires. Mais ils font partie du truc quand même, les bénéfices secondaires. Mais quand on a vraiment envie d'en sortir, parce qu'on en a marre, parce que voilà, il y a des appels aussi, moi j'ai eu des appels pour ça, pourquoi il y a des gens qui sont touchés comme ça, on ne sait pas, qu'il y a autre chose d'autre que d'être sur Terre pour souffrir. C'est tout. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler toute sa vie et souffrir et alors qu'on est là, on est vivant, on est là pour créer, on est là pour pour profiter de la terre qui est superbe. Et bon, c'est vrai que l'être humain détruit beaucoup, mais parce que c'est ça, c'est le même processus. Hein, c'est ses croyances, c'est cet ego qui veut tout, cet ego global. En fait, c'est l'ego de toute l'humanité qui, en fin de compte. Oui. En fait, ce qui se traduit dans nous, c'est aussi au niveau humanitaire. Hein, donc c'est la même chose. Hein, c'est Donc, je pense qu'on aide aussi la terre, Gaïa, notre terre à tous, qui est nourricière. On s'aide nous-mêmes et on aide les autres, finalement, en petit à petit s'éloignant, prenant du recul par rapport à tout ce personnage qu'on se fait, mais qui, en plus, en général, est plutôt, c'est plutôt désagréable parce qu'on souffre. En général, on souffre parce que pour aller travailler c'est compliqué, parce que enfin les gens qui m'écoutent comprennent bien ce que je veux dire. Les phases où on est bien, ça dure jamais. Il y en a, mais ça dure jamais. Donc je pense qu'il y a des moyens vraiment efficaces pour pouvoir prendre du recul avec tout ça et avoir des moments de paix, de joie beaucoup plus fréquents et qui fait basculer quoi le côté. C'est vrai que l'ego nous dit une fois que j'aurai mon nouveau boulot, là après je serai bien. Mais non, mais c'est maintenant qu'on peut être bien. Après il te faut autre chose. Et en fait t'es jamais bien parce que t'attends toujours. Quand je rencontrerai quelqu'un, je serai mieux. Mais pourquoi je peux pas être bien toute seule maintenant là? Ben oui, exactement. C'est l'ego qui nous fait croire qu'on a toujours besoin de ci pour être heureux. Donc on met toujours le bonheur dans le futur. Mais le futur n'existe pas. Et la seule chose dont on est sûr, c'est ce qui est maintenant. Alors je vais poser, on va prendre un exemple personnel. Voilà, je me dévoile un peu, mais ceci dit, ça touche une grande catégorie personnes, d'avatars masculins, on va dire. Oh, je pense qu'aussi les femmes peuvent être touchées. Voilà, donc en gros, c'est de se dire, est-ce que c'est mal? Par exemple, est-ce qu'on est dans l'ego, par exemple? Parce que moi, mon moteur, un peu, c'est un petit peu l'admiration du sexe opposé. Voilà, je me dis, c'est une sorte de moteur, c'est-à-dire que quand une belle fille, par exemple, moi personnellement me regarde et puis moi je sens que dans son regard il y a des trucs sympas, bon, tu te dis, c'est positif, ça te crée une espèce de joie. Donc ça, qu'est-ce que t'en penses ça au niveau de l'ego? Oui, alors d'abord il n'y a pas de mal et de bien là-dedans. Tu dis est-ce que c'est mal, est-ce que c'est l'ego? Mais l'ego il n'est pas forcément mal, c'est ce qu'on en fait. C'est le remettre à sa place tout simplement. Ensuite, si ça te fait du bien, ça nous renvoie au besoin que tout être humain a besoin de reconnaissance. Des besoins fondamentaux. Besoin de reconnaissance, d'estime, etc. Et si ça te fait du bien, si ça te rend joyeux, c'est parfait. On peut pas non plus tout diaboliser. On peut pas diaboliser l'ego. Peut-être que je me suis trop exprimé de manière un peu fanatique là, je sais pas avec l'ego, mais je parle surtout de cet ego quand il nous provoque des souffrances et provoque des maladies. Mais c'est bien d'accord. Que là, il a pris vraiment le dessus et c'est une illusion. Faut le savoir. Mais bon, on a le droit quand même de se sentir flatté quand un regard nous caresse et au contraire, si ça te remplit de joie, c'est parfait. Parce qu'effectivement, on a besoin de la reconnaissance des autres. Ça, c'est implicite, comme tu disais, dans la pyramide des besoins. Et en même temps, la pyramide de Maslow, on en revient les besoins physiologiques, effectivement, manger, boire, dormir, ensuite sécurité. Alors la sécurité on l'a tous, on n'est pas dans une société vraiment en insécurité malgré tout par rapport à des siècles et des siècles, on est quand même souvent un toit, il n'y a jamais autant de confort sur la planète qu'aujourd'hui, hein, donc et l'ego des gens leur pousse à vouloir plus. Oui, ça c'est autre chose. Ensuite c'est l'appartenance. Donc effectivement appartenir à un groupe, à la famille aussi, avoir sa place dans la famille, ce qui peut poser des problèmes par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a la loyauté familiale qui nous empêche des fois d'être soi.
Donc des fois, il faut savoir oser transgresser tout ça pour. J'avais lu un bouquin là-dessus, c'est quand entre guillemets, il disait être dans la mauvaise tribu entre guillemets. C'est-à-dire ta tribu ne correspond pas à ce que tu es. Ben c'est surtout que c'est pas une mauvaise tribu, c'est que nous on a envie de faire différemment ou. Hein, la mauvaise entre guillemets, c'était voilà une tribu qui ne te correspond, qui n'a pas tes valeurs profondes. Et c'est vrai que c'est pas évident, par exemple, pour un type qui veut devenir cosmonaute. De naître dans une famille de cafetiers, par exemple, qui veut qu'il reprenne l'affaire familiale alors que lui il a envie de faire des études à la NASA, tu vois. Oui, oui, mais même on voit le bien dans le milieu de l'agriculture, par exemple. Longtemps, c'est la famille, c'est toujours les fils ou les filles qui reprenaient, les fils surtout. Et on discutait Est-ce qu'ils en avaient vraiment envie? Mais ils se posaient même pas la question. Aujourd'hui, on a plus de choix, donc, mais des fois, on ne s'autorise pas à prendre les choix pour nous, pour justement ne pas trahir la famille. Par exemple, souvent dans les familles. Ce qu'on nomme de trahison, parce que bon. Oui, mais ceci dit, ça peut être très très mal perçu. Oui. Quelqu'un qui va au bout de son rêve, qui dit non, moi je suis désolé, moi j'ai envie de faire des études, ça peut être très très mal perçu par la famille. Hein. Oui. Enfin là, on est en train de dévier un petit peu. On dévie un peu là. Oui. Donc il y avait donc ce besoin d'appartenance, mais ça peut être aussi les amis, la famille qu'on construit nous-mêmes. Ça peut être après plus large, hein, ça peut être même l'appartenance au pays, l'appartenance même de la terre. Après, plus on avance dans la pyramide, plus on élargit. La pyramide, en fait, pour résumer, c'est les attributions du mental. Là, on reste dans les attributions du mental. Non, je parle des besoins fondamentaux. Des besoins fondamentaux. Et c'est sûr que le mental, l'ego peut très bien justement aussi faire souffrir par rapport à ses besoins. Je vais revenir après là-dessus. Et il y a aussi l'estime, la reconnaissance, donc, pour pouvoir après avoir ce besoin d'épanouissement. Ça rentre dans les attributions. Donc, si on n'a pas les trucs en dessous, on peut pas avoir cet épanouissement. Il faut déjà, pour avoir l'épanouissement et la réalisation personnelle, il faut déjà avoir ses besoins physiologiques comblés, sa sécurité comblée, l'appartenance comblée et la reconnaissance comblée. Or, on recherche toujours tout à l'extérieur, mais il faut savoir qu'on peut aussi se donner une sécurité intérieure. Se donner une reconnaissance personnelle, parce que si on se sent valable, si on a peu d'amour pour soi, on peut trouver nous-mêmes notre appartenance, être libre de cette appartenance, et on arrive à un épanouissement où on peut vraiment vibrer ce qu'on a envie d'être. Hein. Voilà, je dis ça parce que ça permet de comprendre pourquoi des fois les gens souffrent aussi, parce que c'est pas très cohérent entre leurs besoins et puis les interdictions, les permissions, voilà, et puis parce que ce besoin d'appartenance, si on n'ose pas sortir d'une famille un peu toxique ou une famille trop rigide, etc., parce qu'on a peur de perdre l'amour, c'est toujours pareil, c'est la base de la souffrance humaine, hein, c'est la perte d'être aimé, la peur de ne plus être aimé. Évidemment, on peut donc de jamais combler ce besoin de reconnaissance ou d'appartenance. Hein. Donc, et puis il faut rentrer aussi dans les canons de la société avec tes besoins, parce que des fois, tu as des besoins qui ne correspondent pas à la société. Eh oui, mais ça, on peut toujours transgresser. Bah voilà, là on est dans la transgression. Intelligemment les règles de la société. Exactement. Hein, puisque, comme je disais tout à l'heure au début, c'est qu'on est formaté et que on n'est pas obligé quand plus on se dégage de ces conditionnements, plus moins on a envie forcément de suivre. Il y a des choses bien dans la société, mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de suivre. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui vivent différemment aujourd'hui. Quand tu transgresses les règles de la société, ça s'appelle des jeux de satiété. Waouh. Alors on va passer donc je disais que déjà essayer de s'observer soi-même, c'est vraiment la première chose à faire. Oui, donc là, c'est l'observation de soi. Tu nous donnes les moyens là maintenant, comment justement comment on peut faire, mais ça dépend de chacun, ça aussi. Chacun est libre de pas le faire ou de le faire ou de choisir ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc on repart sur notre observateur de tout à l'heure. S'observer, et en s'observant, on se rend compte à quel point on n'est pas gentil avec nous-mêmes, donc on n'est pas forcément gentil avec les autres. Même si on veut être une bonne personne, et dans nos pensées on s'aperçoit. Ça fait mal des fois qu'on n'est pas si gentil que ça, puisqu'on est soi-même pas très gentil avec soi-même. Enfin tout ça c'est un cercle vicieux aussi. Je crois que le pire c'est pour les timides dérouillent vraiment à ce niveau-là, parce que le timide est toujours en train de se flageller. Alors lui il a le dos en sang, lui, métaphoriquement parlant. Timide orgueilleux c'est la même chose. Enfin l'orgueilleux lui c'est un ego qui est très très fort et qui va croire qu'il est tout puissant. Mais le timide quelque part c'est qu'il a un ego fort, mais dans l'autre sens quoi.
Lui, le timide, si tu veux, il est contracté comme une liane. Bah oui, c'est quand même tout ce qui est distorsion, c'est quand même un ego qui a pris de la place, quoi. Parce qu'un ego équilibré, on va dire, donc si on revient vers le mental, qui est à peu près équilibré dans un équilibre, pourquoi on serait-on orgueilleux? Pourquoi serait-on timide? Pourquoi aurions-nous besoin de prouver quoi que ce soit? Oui, il y a juste à être, c'est tout ce qu'on est. C'est ça, c'est quand on se sent pas obligé de prouver des choses qu'on commence à avancer un petit peu. Ouais. Donc c'est vrai que déjà, bon, je l'avais dit pour les émotions, mais prendre un petit peu le temps de voir quels sont nos vrais besoins, ça peut aider quand même, hein, un petit peu, parce qu'effectivement un ego peut crier très fort quand on n'a pas nos besoins comblés. Bon, mais sinon, bon, déjà très basique, évitez le soir avant de vous endormir d'écouter les infos ou des choses qui vont... Alors, parce que là, il y a aussi de l'intoxication qui vient de l'extérieur. Le matin, on se lève, on va écouter tout de suite les nouvelles, alors qu'on ne sait même pas si c'est vrai. Qu'est-ce qui va nous prouver que c'est vrai? En plus, c'est très choisi. Hein. C'est des perturbateurs endocriniens, pour t'endoctriner. Perturbateurs, oui, parce qu'on peut y croire. Alors on va avoir des peurs, ça va alimenter nos peurs, etc. Enfin, bon, aucun intérêt. Alors, si on veut passer une bonne journée, plutôt écouter des jolies choses. Écouter de la belle musique, je sais pas, le soir c'est pareil. Se mettre dans des conditions où le mental se nourrit de choses de qui beauté, lui plaisent, quoi, c'est ça. d'amour, mais pas d'horreur. Comment est-ce qu'on peut faire que on se sente bien en étant toujours dans des nouvelles catastrophiques, alors qu'il y a des choses magnifiques qui se passent dans le monde, mais on a tendance à nous raconter de l'inverse. Par exemple, moi je connais des personnes qui écoutent BFM TV et qui regardent et écoutent BFM TV toute la journée, et c'est très très anxiogène parce qu'en plus c'est là pour le coup c'est vraiment le cercle, c'est un cercle de répétition sans fin de choses. En plus ils ne choisissent jamais des nouvelles sympas. Hein. C'est toujours des trucs. En plus ils savent même pas, ils extrapolent. Donc là ils construisent vraiment eux aussi l'histoire. Et toi tu manges ça et t'ingurgites à longueur de journée. Pour ceux qui écoutent l'info en continu, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, l'inconscient reçoit tout ça et après, on peut y croire en fait. Après, c'est une fausse sceptique ton inconscient. Et puis, quand on veut, parce que tout ça, ça prend de l'énergie d'être dans des mauvaises pensées. Oui, bah oui. Donc on baisse l'auto vibratoire. Donc si on veut remonter notre auto vibratoire pour se sentir plus joyeux, ben on évite d'écouter que des horreurs déjà. Alors on se protège un peu, on écoute des belles choses inspirantes. Et si tu fais ça, on va te culpabiliser. Tu auras toujours un bien intentionné qui va te dire ouais mais tu t'intéresses pas au monde. Et alors on a le droit. Moi je m'intéresse pas au monde, j'ai pas de télé, je regarde jamais le journal, je m'en fous. Hein, je connais le monde à travers les autres, à travers ce que je vis. Et alors je me sens heureuse comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va me condamner, on va pas mettre sur un échafaud sur la place publique quand même. Non mais voilà. Et c'est pas pour ça que j'ai rien à dire. Mais tout à fait. Donc c'est déjà peut-être prendre du recul avec ce qui se passe dans le monde parce que c'est pas forcément la vérité. Enfin, ce qui se passe dans le journal ne se passe pas forcément dans le monde aussi. Hein. Moi j'avais vu ça, j'habite en Indonésie et ce qui donnait comme info, à ce moment-là on avait la télé pour avoir un lien avec la France, ce qui donnait comme info sur l'Indonésie, et c'est depuis ce jour-là que j'ai plus jamais cru à tout ça. En fait, et puis c'est très cristallisé. J'ai parlé beaucoup avec des personnages en période de guerre. Tout le monde n'a pas. La guerre, c'est pas forcément tout le temps une souffrance à chaque instant. Il y en a qui ont gardé des bons souvenirs de la guerre. Et ça, c'est soit noir ou blanc, mais il n'y a pas de peut-être. Mais il n'y a pas de bien ni de mal à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a tendance. Bon, après, il y a aussi les manipulations derrière, mais ça, c'est un autre débat. Donc, moi, je conseillerais personnellement de pas trop s'engager dans toutes ces nouvelles qui sont pas réjouissantes, parce qu'il y a d'autres nouvelles qui sont super, des découvertes en ce moment extraordinaires. Il y a plein de choses à découvrir qui sont plutôt positives. Voilà, ça serait au quotidien. C'est-à-dire observer, pas prendre trop au sérieux les pensées, quoi. Quand on commence à dire, oh mon Dieu, c'est grave. Non, on peut en rigoler aussi. Alors ça rejoint les petits exercices qu'on peut faire, hein. Mais alors, concrètement, j'allais te dire. On en rigole, quoi. On en rigole. Mais c'est ça. Donc là, quand c'est pas trop fort encore, on peut y arriver à avoir du recul. On en rigole. On dit bon, toi t'as raison. Tu veux me faire croire ça. Tant mieux. Tu veux me protéger, c'est bien. Je sais que t'es pas un ennemi pour moi, cher mental. Mais tu vois, moi aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter autre chose, de faire autrement, ou de pas t'écouter, hein, et puis on verra plus tard si t'avais raison ou pas. Enfin, on peut avoir un échange avec son mental pour essayer de négocier. Quand même, et puis parce qu'on s'en débarrassera jamais, hein, donc de toute façon, donc concrètement, autant s'en faire un ami, un allié. Concrètement, tu dialogues avec lui alors?
Ah oui, de temps en temps, ça m'arrive. Tout d'un coup, quand je me prends à avoir une pensée, je dis, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu as eu un coup de fil, tout de suite, tu me dis que ça va être une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce que tu en sais? Hein? Elle va te rappeler tout à l'heure, donc tu vas voir à ce moment-là. Ouais, c'est remettre à sa place les choses. Hein? Tout simplement. Ne pas anticiper comme je parle si bien de ces histoires. Et ce qui est assez bien vu, parce que le fait de parler avec son mental te met automatiquement dans la peau de l'observateur. Oui, en même temps. Mais on n'est pas obligé aussi de parler avec son mental. On observe simplement. On peut pas toujours quand on est avec du monde, par exemple, tu vois. Parce que là, je parle à tout le monde, mais je suis en observateur. Je sais que des fois, bon, je parle un peu vite. Je sais tout ça, je le vois, mais en même temps, je m'empêche pas de le faire. Il y a juste observer sans jugement, sans chercher à. Et concrètement, donc, on s'assoit dans une, voilà, concrètement, je fais le béotien. On s'assoit dans une chaise sur une chaise confortable. Non, n'importe quand. Là, je le fais là en ce moment où c'est simplement, bien sûr, le seul truc, c'est y penser à le faire. Mais on s'observe dans n'importe quelle situation, mais on change rien. On change rien parce que dès qu'on veut changer quelque chose, on veut être une bonne personne et c'est pas bon ça. Parce que si on veut être une bonne personne, on en est forcément une mauvaise. C'est la même chose. Oui, c'est ça. La loi des. On veut être, la loi du plus-moins. Oui. Et donc, bien sûr, on se voit et plus on s'observe, plus finalement tout ça s'équilibre parce qu'il n'y a plus besoin de protéger quoi que ce soit. Donc on n'est ni trop gentil ni trop méchant. On est entre les deux, tu vois. Comme dit si bien Franck Colombier, on est vivant. Tout à fait. Et effectivement, on veut absolument avoir le rôle du gentil toujours. Eh oui, mais c'est une illusion. Mais en sachant que le bien et le mal, qu'est-ce que c'est? C'est quand même un jugement du monde de la dualité. Hein. Mais bon, après, vouloir absolument être gentil, eh ben non, on a le droit d'être en colère, puisqu'il paraît que c'est pas gentil. On a le droit on a le droit aussi de dire des fois des horreurs, pourquoi pas. Mais ça serait effrayant. Imagine un monde de Teletubbies où tout le monde est gentil, quoi. Moi, ça m'affolerait, moi, franchement. Hein, tu te vois dans un monde comme ça? Oui, mais ça ne peut pas exister. Et je pense que le monde des méchants non plus, parce qu'on n'est ni méchant ni gentil. Oui, c'est ça. Si tu sors de cette tyrannie mentale, il n'y a plus de problème. Tu n'es ni gentil ni méchant, tu es ce que tu es, c'est tout. Et t'as pas forcément envie de prendre du pouvoir sur les autres, de toute façon. C'est ça, il faut. Donc ça résout beaucoup de problèmes. Hein. Je vais te donner une allégorie, parce que tu vas passer à la suite ensuite. Il y a une belle allégorie qui me revient, j'avais lu ça sur Internet, et ça va dans le sens de ce que tu disais. C'est l'histoire du professeur d'université. Alors je pense qu'il a dû le faire, ça se passait en Amérique. Et non, c'était un billet de 20 €, hein, donc non, c'était en France. Donc un professeur d'université, il fait, regardez, c'est quoi ça? Et il sort un billet de 20 €. Alors tous les élèves, c'est un billet de 20 €. Regardez. À un moment donné, donc il avait un peu de terre, il met de la terre dessus, il fait, c'est quoi? C'est un billet de 20 €. Regardez, je le chiffonne, hop, il le jette par terre, il le piétine. C'est quoi? Je connais cette histoire. Tu connais? Et donc il défroisse le billet, les étudiants lui disent, c'est toujours un billet de 20 €. Je te laisse conclure. Et oui, mais quelles que soient les apparences du billet, effectivement, la valeur est toujours la même, est toujours là. Voilà. Donc un être humain a toujours la même valeur quand il est né. Est-ce qu'on lui a demandé quoi que ce soit pour exister? Nous sommes comme des billets de 20 €. On peut être chiffonné, on vaut toujours 20 €. Voilà. Dans l'absolu, on a toujours de la valeur, quoi qu'on fasse. C'est notre ego qui fait croire qu'il faut qu'on soit le meilleur, gna gna. Et l'ego te pousse toujours à t'améliorer pour justement, oui, mais il faut que tu fasses ça parce que tu vas être mieux. Mais oui. Et est-ce que c'est vrai? Si c'était vrai, on le saurait. Hein. Et une fois qu'on a compris, entre guillemets, dans mon exemple, qu'on valait 20 €, bon, vous me direz, c'est pas cher. Donc. On va mieux. Et c'est quoi? Quand on est, c'est quoi cette plénitude d'intérieur Non, comme une rose, un arbre, un enfant, ce droit d'exister sans condition. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Je dirais la liberté. L'amour inconditionnel. L'amour, oui, tout à fait, oui. Hein? C'est-à-dire qu'on est. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'agiter dans tous les sens pour se faire aimer? On est déjà amour à la base. Quand un enfant naît, pourquoi on est si d'ailleurs touché par les enfants tout petits en général? C'est qu'ils incarnent ça. Mais c'est vrai on leur demande rien, ils existent, ils sont amour, c'est tout. On ne leur demande rien. Et ça devrait se prolonger dans l'âge adulte. Sauf que tout le monde ne se penche pas sur toi tout nu dans ton couffin. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un tyran à l'intérieur de nous. Voilà. Qui nous fait prendre des stratégies pas toujours en accord avec notre vraie nature. Voire même un tyran d'eau quand il y a de l'œdème. Ouais. Alors, je vais vous proposer des outils.
On revient à l'outil qui est très bon pour les émotions, mais aussi pour le mental, parce que c'est lié, mental et émotionnel, hein, on est d'accord, c'est l'EFT, donc l'EFT. Donc en livre, pour ceux qui s'intéressent, puis j'ai essayé de trouver des livres pas chers, des petits livres qui coûtent 6 €, 7 €, donc c'est à la portée de tout le monde. Il y a l'EFT, Luc Baudin, qui est un médecin assez connu, qui aussi parle de la santé en général. Donc il a écrit aussi sur l'EFT, ça s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique, mode d'emploi, l'EFT mode d'emploi de Luc Baudin. C'est un petit livre que vous pouvez avoir facilement et qui vaut très peu cher. Qui vaut pas cher, d'accord. Il y a aussi le manuel EFT de Gary Gregg, lui qui est le fondateur de l'EFT par contre. C'est lui qui a inventé l'EFT. Donc c'est le manuel EFT. Donc l'EFT, on rappelle, alors l'EFT, oui, c'est appuyé. On se met, quand on a une émotion, souvent qui vient d'ailleurs d'une pensée, ça calme le mental aussi. Ça calme l'émotionnel et le mental. Sur donc une pensée, qui est souvent erronée d'ailleurs, on va donc appuyer sur certains points avec nos doigts. On va tapoter certains points en répétant la phrase. Alors on va commencer toujours par même si je pense que je suis nul, par exemple dans cette situation, même si j'ai peur, par exemple, même si j'ai peur de rencontrer cette personne tout à l'heure, je m'aime et je m'apprécie complètement, 3 fois, en appuyant sur le point gamut. En fait, c'est des points d'acupuncture. Tu tapes sur des points d'acupuncture. Oui, et après on va faire toute une ronde, cette peur, cette peur, cette peur, cette peur, cette peur. Et ça marche très très bien. On fait plusieurs circuits. Après la peur, il y a peut-être autre chose qui arrive, on le fait. Et ça marche très très bien. Toi, tu le fais pour toi, ça, alors? Oui, ça m'arrive quand moi maintenant, puisque j'en ai peut-être pas besoin, mais je l'ai fait beaucoup sur certaines personnes et ça les a beaucoup aidés. On fait une évaluation du départ et après, et ça baisse toujours. Une anxiété de 8 va baisser à 3, 4 et des fois ça s'estomper complètement. Et ça ne revient pas. Après, après, un arbre peut en cacher un autre. Oui, c'est ça, d'accord. Hein, donc une peur peut revenir, mais on y retravaille, et petit à petit on finit par effacer toute la forêt. En fait, c'est dommage parce que finalement j'aime bien les arbres. Mais bon, c'était peut-être un mauvais exemple. Mais c'est vrai que c'est vite fait. Hein, on peut le faire soi-même. Tout d'un coup on a une peur, on fait ça, etc. Et ça marche très bien le FT. Donc alors il y a ensuite, aussi tout ce qui est hypnose, j'imagine. Hein? Tout ce qui est hypnose, j'imagine. Alors, après, il y a 2 façons, si on veut aussi travailler sur son mental, il y a 2 façons qu'on peut pour apprendre. Bon, il y a l'apprentissage type, c'est la répétition, les habitudes. On sait bien que le mental apprend par habitude, donc ça nous renvoie à la méthode Coué. La fameuse méthode Coué. Et qui est quand même, je trouve, qui reste très superficielle parce qu'elle touche pas l'émotionnel. C'est de répéter, et quand on veut par exemple répéter tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, entre autres, ça t'était très fervent de cette méthode. Je suis très très fervent de donc ça t'a aidé à un moment donné, mais tu t'es aperçu que c'était pas vraiment complet. Mais ça peut aider, effectivement. À tout point de vue, je vais de mieux en mieux, on le répète tous les jours, 20 fois ou 2-3 fois par jour, quelque chose comme ça. Mais en fait, si tu traites, j'en suis arrivé à ce niveau-là, moi, parce que c'est des sujets qui m'intéressent grandement. Je n'en parle pas forcément à l'antenne tous les jours. Avec toi, oui, volontiers. En fait, je me suis aperçu d'une chose. C'était avant, j'étais très très dans les méthodes du mental, comme la méthode Coué, etc. Et je me suis rendu compte aussi que l'émotionnel, c'était pas mal aussi de traiter les émotions, parce que traiter, si tu veux, s'occuper du mental sans s'occuper des émotions, c'est comme si tu repeignais par-dessus une peinture qui est dégueulasse, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que d'abord tu nettoies ton mur pour repeindre. Oui. Mais je parle de cette méthode parce que c'est une mode approche d'apprentissage. En fait, quand on veut vraiment, par exemple, changer d'une mauvaise habitude. Oui, la méthode Coué est très bien pour ça. Il faut changer l'habitude, mais elle ne va être complètement intégrée par le mental qu'au bout d'un certain temps. Alors, par la répétition. Et combien? C'est 21 jours au gros, 21 jours. En général. Et c'est vrai qu'une mauvaise habitude, ça se prend comme ça aussi. Mais une bonne aussi, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut. Il y a aussi d'autres manières d'accéder. Alors donc pour améliorer des fois nos croyances, même changer nos croyances, c'est l'hypnose effectivement, parce qu'on va directement s'adresser à l'inconscient. Donc d'une croyance qui va nous déranger, on va dire, qui va nous faire souffrir, on peut aller chercher la partie qui a ce comportement-là et lui négocier avec elle ou demander à d'autres parties de participer à tout ça pour trouver de meilleurs comportements. Tu fais ça toute seule ou avec un Alors en général, tu le fais faire par quelqu'un qui fait de l'hypnose, ou alors tu fais de l'auto-hypnose, oui, mais bon, ça prend aussi l'auto-hypnose. C'est aussi efficace que l'hypnose Oui, je pense que ça peut être aussi efficace, ouais, tout à fait.
Ouais, si on s'y met vraiment dedans, oui, c'est l'auto-hypnose, ça peut beaucoup aider les personnes qui sont très anxieuses, voilà, qui ont souvent peur du lendemain, ou alors celles qui sont toujours à pleurer le passé parce qu'elles culpabilisent, parce que oui, ça peut être, c'est un bon outil. Alors après, il y a un truc qui est la cohérence cardiaque. Je sais pas si tout le monde connaît. La cohérence cardiaque, c'est excellent. Ça équilibre le système nerveux, donc ça équilibre, bien sûr. Si ça équilibre le système nerveux, ça équilibre. Donc c'est poussée émotionnelle et égotique. Et c'est Servan Schreiber qui avait mis ça au point. Lui, il était condamné avec un cancer du cerveau à quelques mois près, et il avait survécu presque 20 ans avec ça, grâce à ses recherches sur la respiration. La cohérence cardiaque, donc, est un outil très facile à mettre en place tous les jours et qui permet d'équilibrer. C'est une façon d'être dans le présent en plus, la cohérence cardiaque, puisque tu es dans l'instant complet. T'es dans le présent, même quand tu fais de l'auto-hypnose, c'est quelque part dans le présent. Tu es toujours dans le présent finalement. Oui, on est toujours dans le présent. On est toujours dans le présent. C'est comme notre ego nous dit, hier ou demain, tu vois. Donc quand tu fais ta cohérence cardiaque, t'es dans le présent. Alors... Donc c'est une respiration sur 5 minutes. On va inspirer sur 5 secondes, c'est ça je crois. Ouais, et on expire sur 5 secondes. Alors, les jeunes, et puis donc, tout le monde... Donc ça fait 6 fois sur la minute. Maintenant, tout le monde a un iPhone, etc., avec des applis. Alors, je crois qu'il y a des applis de cohérence cardiaque où tu as une espèce de boule qui monte et qui descend. Oui, il y en a plein, même des sonores aussi, on peut le faire, etc. Sonore. Et il suffit de se caler sur le truc. C'est ça, on respire 5 secondes. Et tout simplement. Et on expire sur 5 secondes, et on fait ça pendant 5 minutes. Donc ça fait 6 respirations par minute. Et on le fait 2-3 fois par jour. Et ça a des résultats très excellents aussi. Excellent. Alors ça, il faudrait que je teste ça, parce que je connais pas. J'essaie de le faire de temps en temps, mais c'est toujours pareil. Comme tu dis, c'est des habitudes à prendre. Et ce n'est pas toujours simple, parce que dans une vie, par exemple, trépidante, etc., on pense pas à faire ça. À le mettre en place. Après, on peut pas tout faire. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses, mais je me suis aperçu que je peux pas tout faire toute la journée. J'ai pas le temps. Donc, je choisis... j'ai tout essayé. C'est vrai que chaque outil a son utilité. Après, on choisit ce qui nous convient le mieux, enfin le plus facile. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la méthode Vitose ? Oui, j'ai essayé, mais pour moi c'est pas assez, ça m'éloigne trop du quotidien. Alors que la respiration, ça m'éloigne moins du quotidien, parce que je pense que plus on prend conscience de sa respiration, plus on peut profiter en faisant la vaisselle, de respirer. C'est plus facile à mettre. Parce qu'il faut pas oublier qu'on n'arrête jamais de respirer. Hein ? Il faut pas oublier qu'on n'arrête jamais de respirer. C'est vrai qu'on peut vraiment travailler sur sa respiration. Oui, bien sûr. Et puis même être conscient de sa respiration. Là, c'est la méditation. Alors la méditation, effectivement, maintenant, ça devient de plus en plus connu. C'est que c'est la méditation qui a toujours existé depuis très longtemps. On y revient parce que c'est vraiment un outil merveilleux pour retrouver sa vraie nature déjà, mais surtout calmer le mental. C'est clair, on peut pas faire mieux. Donc, ils en mettent maintenant dans les écoles, etc. Et 10 minutes de méditation par jour, ça a des bénéfices extraordinaires aussi. Quelle est la différence entre la méditation et la cohérence cardiaque ? Ça ressemble beaucoup. La méditation... C'est vrai qu'il y a une méditation respiratoire, mais on fait pas d'effort par rapport à la méditation. On va observer par exemple, sa respiration. On n'essaye pas de... Telle qu'elle, c'est l'observateur, je t'en parlais tout à l'heure, c'est ça ? On est en méditation quand on est en observation de soi, déjà. Oui, c'est-à-dire que tu observes simplement ta respiration. Juste sa respiration, mais sans changer quoi que ce soit. Sans changer quoi que ce soit. Après, ça peut être aussi observer ses pensées. Donc on les laisse passer, on s'accroche pas dessus. Après, il y a beaucoup de formules au niveau de la méditation. Mais en fait, ça nous renvoie au moment présent. C'est ce qui est important, la méditation, c'est que ça aussi, c'est un outil qui nous renvoie au moment présent. Et quand on est dans le moment présent, le mental ne peut pas être là. La méditation, par exemple, effectivement, ça tourne toujours autour de, comme tu dis, de l'observation des pensées, mais en se calant sur la respiration, en fait. C'est ça. On se cale sur notre respiration. La méditation. La méditation. Mais il n'y a pas que ça, hein. Tu peux. Oui, je sais qu'il y en a plein d'autres. T'as d'autres méditations, hein. T'as aussi au niveau des pensées. C'est-à-dire qu'on va regarder nos pensées, on va les regarder passer, tu vois. Mais toujours en prenant la référence de la respiration ou pas? Pas forcément, ça dépend des gens. Le principe, c'est de lâcher le mental, c'est que le mental soit plus là. Alors, il y a une méditation, Eckhart Tolle, qui est un éveillé, qui parle très bien de cette méditation du corps. Moi, j'adore.
Pour m'endormir, il n'y a rien de mieux. Ouais. Et ben, on va dans son corps, on se permet de le sentir vibrer. D'ailleurs, essaye de penser à ta main droite, par exemple. Ouais, tout à Tu fait. te fixes sur ta main droite et tu vas après petit à petit sentir une espèce d'énergie de ta main. Bah là, c'est le training c'est le training oui. autogène de Schultz. Oui, par exemple. Et après, tu vas le sentir dans ton corps, tu vas sentir ton corps vibrer et c'est très très agréable parce que tu sens la vie et tu n'es pas dans le mental. Tu es simplement dans cette vibration énergétique. Oui, C'est extraordinaire. Et quand C'est une forme de méditation. Et quand on fait ça, effectivement, on ne peut pas être dans le mental parce qu'on est dans le corps. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est une forme de méditation parce que on n'est pas loin de notre vraie nature quand on est en vibration comme ça. On sent qu'il y en a quelque chose en nous qui est autre chose que ce corps, ce mental et cet émotionnel. Et ça, c'est à chacun de faire l'expérience de le découvrir s'il a envie. Et puis il y a aussi ce qui est intéressant pour moi, c'est Ho'oponopono. Ah, le fameux Ho'oponopono. Parce que l'Ho'oponopono, je sais pas, tout le monde connaît, c'est une philosophie un petit peu aussi, un mode de vie hawaïen. Hein. Et ça nous renvoie à l'amour de soi, c'est le pardon de soi, c'est pardonner. Alors les gens qui ont du mal à observer leurs pensées, etc., c'est simple, dès qu'ils ils se sentent mal, ils peuvent tout simplement faire Ho'oponopono, sans chercher à rien faire que de... Alors Ho'oponopono, je vais expliquer, c'est 4 mots. 4 mots. 4 mots à penser ou même à exprimer, à dire ou à chanter comme on veut, hein, ça dépend dans le contexte où on est. C'est je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, quand on veut épurer. En fait, en faisant ça, pardon, à chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, ou alors à chaque fois qu'on se sent mal, ou à chaque fois qu'on croit avoir raté quelque chose, ou à chaque fois qu'on a peur de quelque chose, on peut se dire pardon, merci, Et ça je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et en même temps, parce que c'est une technique qui permet de se pardonner à soi-même. On le ressent, on ressent qu'on est vraiment désolé, on a créé ce truc-là qu'on voulait pas, parce qu'on était inconscient, tu vois, parce que Ho'oponopono, on part du principe qu'on est acteur de ce qu'on vit. D'accord. Donc la vie nous envoie des fois des mauvaises choses parce que on n'est pas responsable puisque c'est inconscient. Des fois on voyait des choses qui sont et donc on se pardonne et on pardonne aussi nos mémoires, les mémoires de nos ancêtres, tu vois. Donc c'est vraiment une formule, mais ça il faut vraiment pour que ça marche, il faut vraiment dire je suis à 100% responsable de ce qui m'arrive. Oui, d'accord. Oui, donc dès que j'ai une pensée négative, j'en suis responsable et je l'efface parce que c'est des mémoires souvent et parce que ça me vient et donc je demande pardon. À qui tu t'adresses avec ces 4 mots? Alors on s'adresse à nous, à soi-même. À soi-même, d'accord. Ou alors on peut penser à l'autre à qui on a blessé, ce qu'on a été blessé. On s'adresse à notre esprit divin aussi, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pour moi intéressant parce qu'on se pardonne avant tout à soi-même et quand on se pardonne à soi-même, on pardonne aux autres finalement. Et ça tu le fais régulièrement? Ouais, moi je le fais ça par contre. Quand vraiment je me sens déstabilisée par quelque chose, émotionnellement ou par des doutes mentaux qui peuvent arriver quand même, je le fais, c'est très apaisant et ça change la vie, hein, franchement, parce que la culpabilité disparaît, enfin, c'est à vous d'expérimenter. Et justement, dans ma bibliographie, j'ai retenu, si ça vous intéresse, ça nourrit notre âme, l'Ho'oponopono, voilà. Ça nous renvoie à l'amour, mais à un amour de soi, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Ça ouvre le cœur, Ho'oponopono. Ah, donc si les personnes s'intéressent sur internet, il y a beaucoup de choses sur Ho'oponopono et c'est magnifique. Mais je crois que c'est assez à la mode, ces tendances Ho'oponopono. Hein. Oui, mais ça revient tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde tellement dur où on a mis le cœur de côté que maintenant on revient à tout ça, la méditation, à toutes des choses plus douces, plus belles, Ho'oponopono, tu vois, tout ce qui nous fait du bien. Parce qu'en fait, plus on est bien avec soi-même, plus on est bien avec le monde et plus on fait du bien au monde. Tout à simplement. fait. La charité bien ordonnée commence par soi-même et après ça oui. Comme on dit. Hein. Et donc là, il y a aussi Luc Baudin, le même médecin, qui a fait aussi sur Ho'oponopono, un livre sur Ho'oponopono, donc qui est pas cher non plus, qui est à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est des petits livres que tout le monde peut s'approprier si ça les intéresse, mais ceux qui ont des ordinateurs peuvent toujours regarder sur YouTube ou Internet en général. Il y a vraiment une littérature là-dessus, des exercices, des vidéos. YouTube est une excellente source, effectivement, pour tout ce qui est vidéo. Par exemple, on revient sur la cohérence cardiaque, donc il y a des exercices. Il y a également sur YouTube des exercices de méditation.
T'as même le EMDR, j'ai découvert ça sur YouTube. L'exercice de EMDR, c'est pareil, c'est des thérapies avec les yeux. Je sais pas si tu connais, tu connais ça forcément. Le MDR, oui, Ouais. bien sûr. Bah, il y a même des exercices sur YouTube. Oui, pour les traumatismes sévères. Oui. Moi, je peux pas te parler de tout. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une période fabuleuse parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour soi et pour les autres. La aussi, difficulté, totalement. effectivement, c'est de trouver, parce qu'il y a tellement de méthodes, c'est de trouver celle qui va vous convenir. Ce qui nous convient. Mais moi, je suis comme toi. J'aime beaucoup l'approche zen. On parlait tout à l'heure de ce personnage mystérieux qu'on a évoqué au moins 2 fois. C'est Franck Lobvé. Pour moi, ce type-là, il a tout compris. Voilà, c'est un éveillé un peu. Alors lui, c'est très zen. C'est empreint de philosophie zen. C'est un héritier pour ceux qui connaissent l'écrivain Krishnamurti. Voilà, pour moi, je le fais le dépositaire de Krishnamurti. Oui. Non, qu'est-ce que t'en penses? Il y a plein de personnages extraordinaires aujourd'hui, enfin de personnes extraordinaires aujourd'hui, notamment Franck Lobvé. Et Lobvé, on est allé le voir ensemble. Krishnamurti était un homme extraordinaire, bien sûr. Bah, ce que dit Krishnamurti, c'est ce que dit Franck Lobvé. Oui, c'est ce que disent tous les gens qui ont justement atteint cette vraie nature qu'on est. Et c'est vrai pour dépasser le mental, l'ego. Et oui, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent aujourd'hui, il faut le savoir. Et toi, donc t'es toujours à la pointe de tout ça. Tu es au dernier. Bah moi, ça me nourrit, d'écouter des sages, des gens qui, oui, pour moi, ça me parle, ça me nourrit. Bon. Après, j'ai pas dit que c'était mieux, hein. Non, mais en tout cas, ça a l'air de te réussir. Hein, chacun va vers ce qu'il appelle et ce qui lui convient. Et c'est vrai que moi, je suis aperçu, c'est clair. Moi, je suis dans mon mental, mieux je me sens, mieux je me porte. Hein. Oui, parce après, que le bon mental, je l'adore quand il est à sa place. Hein. Et puis toi, on sent vraiment que c'est vrai, hein, quand tu parles de joie. Vraiment, on sent que la joie chez toi, elle est vraiment intérieure, quoi. Tu ne te laisses pas. La vraie joie est intérieure. Sinon, elle est éphémère. Si t'es joyeux parce que t'as une belle voiture, ça va pas durer. C'est éphémère. La vraie joie, elle est intérieure. C'est notre vraie nature, la joie. Et d'ailleurs, quand je la perds, c'est là que je me dis, oh mince. En fait, tu l'as pas perdu. Alors là, tu te rends compte de vraiment qu'il y a une espèce de fermeture, de contracture. On va redonner, oui, je comprends. On va redonner l'image de ce ciel. La joie, c'est un ciel bleu sans nuages. On est bien d'accord. Dès que le ciel est couvert, hop, c'est les ennuis qui reviennent sous forme de nuages. On est bien d'accord. Donc, alors, est-ce que l'exemple est vraiment très bon, ceci dit, en Normandie, où le ciel est souvent couvert? En tout cas, le ciel peut représenter notre vraie nature, ouais. Et les nuages, tout ce que nos illusions, nos croyances. Tout ce qui est transitoire. Mais même si c'est très nuageux, le ciel est toujours là. Le ciel, voilà, pensez qu'il y a du bleu occulté par les nuages. Oui, d'ailleurs, il y avait une chanson là-dessus. Je me souviens plus qui disait que le ciel, en gros, était toujours au-dessus, quel que soit le bas plafond, quoi. Ben voilà, c'est ça. Et on est ce ciel. Donc, on peut se remettre en poutre apparente. Voilà, c'était l'idée. Donc, pour finir, je vais vous donner quand même quelques livres par rapport à mes interventions d'avant sur l'alimentation, en tout cas, ou sur le. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui. Alors, sur les intestins, puisque tu sais, j'étais passé par le corps pour dire qu'un corps qui fonctionne bien, c'est un corps émotionnel qui va mieux et un corps mental aussi. Hein. Oui. Donc, le charme discret de l'intestin de Anders. Alors son prénom, je l'ai pas mis, je me rappelle pas de son prénom, mais le charme discret de l'intestin. C'est récent, ça, c'est sorti récemment. D'accord. L'intestin au secours du cerveau. Aussi, noté. De David Perlumeter. Ça, c'est des petits prix aussi, hein, 7,90 €, hein, l'intestin au secours du cerveau. Hein, parce qu'on avait dit qu'il y avait un échange entre les intestins et le cerveau. Oui, qu'il y avait des neurones dans l'intestin, je me souviens. Il y a aussi l'intestin, notre deuxième cerveau, qui était qui a provoqué aussi là justement cette révolution au niveau du microbiote. De Francisca Jolie, je me relis pas très bien parce que j'écris tout petit, Yournaise. Et puis la santé. Alors il y avait un très ancien qui parlait aussi déjà de la santé de l'intestin. Le colon, c'est Norman Walker, qui lui, il n'est pas tout jeune, mais il a prouvé que une santé de l'intestin était une bonne santé en général. Yes. Alors donc, le charme discret de l'intestin, c'est un des derniers qui est sorti. L'intestin au secours du cerveau. Oui. Si on veut vraiment comprendre pourquoi on va mieux quand on a des intestins qui fonctionnent bien, aussi, ça aide à avoir des idées moins morbides. Hein.
Oui, parce que ça peut nous gâcher la vie, ça. Mais tout est lié, donc qu'on passe par... ça serait bien de passer par tous les canaux en même temps, tu vois. Alors sinon, j'ai aussi au niveau de l'émotion, l'intelligence émotionnelle de Paul Goldman, qui est connu quand même, l'intelligence émotionnelle. La solution NERTI. Oui. Hein, de Luc Gégère. Alors il est maintenant, j'ai vu à 6,34 € exactement, c'est vraiment pas cher. C'est résumé de la solution NERTI, qui est très pratique. Donc il s'apparente à la méthode Tipeee. Tipeee. Technique alors oui, j'ai regardé au niveau des évaluations, Tipeee c'est moins bien évalué, peut-être parce que c'est plus technique, tu vois, et moins pragmatique, c'est possible. Mais parce que sinon il y a des bouquins sur Tipeee aussi, technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes de Luc Ticon, ça s'appelle. Ouais, c'est lui qui a planté un petit drapeau sur ce savoir millénaire quelque part, puisque tout ça, ce sont des choses qu'on faisait sans le savoir. Hein. Ouais. Puis alors moi, il y a un livre. Bon alors, il y a aussi Réveiller le chaman qui est en vous, pour ceux qui s'intéressent au chamanisme, parce que j'en avais un peu parlé, de Arnaud Rioux, qui est un type sympa, là, qui est chaman, mais un chaman occidental. Pourquoi pas? Et Réveiller le chaman qui est en vous, qui donne des pistes aussi pour travailler sur cet émotionnel, notamment. Ah oui, c'est de ça que tu avais tiré les exemples du tigre et tout ça. Puis ça donne un peu de magie dans la vie, hein, aussi. Et sinon, il y a aussi 2 piliers pour moi. C'est Bruce H. Lipton, qui était un docteur biologique et qui a créé Biologie des croyances, donc qui prouve que les croyances ont une action sur la santé de nos cellules. Et il y a Guérir par l'amour de Léonard Lascaux, qui a prouvé que l'amour guérissait aussi les cellules. C'est des docteurs qui ont écrit ça. D'ailleurs, j'en ai recommandé de Lascaux. Je trouve que c'est un type extraordinaire. Si vous voulez l'écouter, Léonard Lascaux. Tous les humains seraient destinés à être tous comme Lascaux. C'est-à-dire... je connaissais ses peintures, mais... Un être humain à part entière, qui part avec l'amour du cœur, et non pas avec la tyrannie de l'ego. Bravo Anne, tu as été magistrale comme d'habitude. Ben voilà, il est 16h05, on a un petit peu débordé là, c'est pas grave. Oui, en tout cas merci pour votre écoute. Surtout ne croyez pas en ce que je vous dis, prenez ce qui vous convient et faites vos expériences et amusez-vous un petit peu. Je crois que la vie ça vaut vraiment le coup quand on commence à se détendre et à aller chercher autrement, faire les choses différemment, à créer quoi, parce qu'on est tous des créateurs. On est tous des créateurs à plein de niveaux différents. On va redonner tes coordonnées. Oui, alors si vous voulez m'envoyer un message pour des questions précises, c'est le 06 83 16 42 71. 06 83 16 42 71 oui, ou 40. Oui, voilà, vous pouvez me joindre par mon portable. Et sinon, chez Lionel, à la radio directement. Sinon, vous pouvez écouter mes replays et pourquoi pas. Je sais pas si on a l'occasion de pouvoir poser des questions par écrit sur le site. Non. C'est YouTube. Tu peux effectivement. Ouais. C'est très très bien fait YouTube. Hein. C'est un site. C'est un mode d'expression, une tribune assez géniale. Ouais. Effectivement, en dessous des vidéos, effectivement, vous pouvez déjà nous liker, mettre des petits pouces bleus pour dire que vous aimez bien. Et puis poser vos questions. Et à la limite, Anne, toi, t'es souvent... déjà, j'ai une question quand même cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je vais parler de la fatigue et de l'épuisement. Fatigue, épuisement pour la semaine prochaine. Voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est une société où les gens sont très fatigués en général, je pense, parce que c'est vrai que sont fatigués. Et comment est-ce qu'on peut donc sortir de la fatigue, de l'épuisement? Voilà, encore de cette une fatigue fois, d'être soi aussi. Encore un maillon de cette chaîne incroyable, comment qu'on pourrait appeler ça, une chaîne de conséquences, de causes, etc. qui sous-tendent. Oula là, je suis en train de me perdre là. Attention à ton labyrinthe mental. Ah oui, là, j'étais parti dans un faux tunnel là. C'est comme dirait l'autre, j'avalais de travers, c'est parti dans le mauvais trou. Allez, ma chère Anne, je te fais des gros bisous et on te dit à la semaine prochaine. Bisous à tous, la semaine prochaine avec un grand plaisir. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6 et partout en France sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com